Première histoire. J'ai humilié mon petit ami sur sa taille et ses performances et je me suis moqué du traumatisme de son père avec mon groupe d'amis. Mon petit ami, qui a tous les droits, m'a entendu. Je lui ai dit de passer à autre chose, mais il a refusé toute intimité. Alors, je me suis accordé un passe-droit avec son ami, et j'ai exigé que mon petit ami me demande en mariage. Maintenant, tout est gâché et je regrette mes actions. C'est un compte jetable parce que c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé poster, mais je ne peux en parler à personne dans la vraie vie. Moi, femme de 25 ans, je suis avec mon petit ami, homme de 26 ans, depuis 4 ans. J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas sûr de pouvoir revenir, et maintenant tout semble brisé entre nous. Je me suis excusé de toutes les manières possibles, mais il ne veut pas me laisser entrer, et je ne sais pas si je mérite ça ou si je suis devenu quelqu'un que je n'aurais jamais pensé être. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois expliquer quel genre de personne il est, ou était. Et peut-être comprendrez-vous pourquoi cela me frappe si fort. Nous nous sommes rencontrés à l'université et avons commencé à sortir ensemble vers la fin de notre 2e année de licence. Il est calme mais observateur. Il n'aime pas trop parler de lui. Mais quand on est avec lui assez longtemps, on voit à quel point il se soucie non seulement de moi, mais des gens en général. Il se souvient des choses. Il m'apporte de la soupe quand je suis malade sans que je le demande. Une fois, il a réparé les freins de la voiture de ma mère, même s'il déteste travailler sur les véhicules des autres à cause de quelque chose qui est arrivé avec son père. Son enfance n'a pas été facile. Son père était un ivrogne méchant, le genre qui rentrait du travail, se saoulait et restait assis dans le salon toute la nuit à hurler après rien ou à sortir en trombe pendant des heures. Mon petit ami a dit qu'il dormait avec son casque juste pour couvrir le bruit. Ils ne se sont pas parlé pendant des années jusqu'à ce que son père touche le fond et devienne sobre. Même maintenant, il ne le voit que pendant les fêtes de fin d'année et encore, seulement pour quelques heures. À cause de cela, il ne boit pas. Enfin, peut-être un demi-verre de vin au Nouvel An aussi quelqu'un insiste, mais jamais plus. Il n'aime pas ce que l'alcool fait aux gens. Il m'a dit plus d'une fois que lorsque les gens se saoulent, ceux qui sont le plus blessés ne sont pas des étrangers, ce sont les gens les plus proches d'eux. Je ne l'ai jamais vraiment contredit là-dessus. J'ai juste supposé que c'était une vieille douleur qui parlait. C'est aussi le genre de personne qui a besoin que les choses soient dites clairement. Il ne comprend pas facilement le sarcasme, surtout quand il est fatigué ou stressé. Il a un TDAH et parfois il décroche complètement dans les conversations. Il n'est jamais impoli à ce sujet. Il admet quand il a manqué quelque chose et me demande de répéter, mais je sais que cela lui demande de l'énergie de suivre, surtout après une journée complète de travail. Malgré cela, il a été incroyablement patient avec moi. Il travaille à temps plein dans l'informatique, mais il fait quand même la moitié des corvées. Il planifie une soirée en amoureux une fois par semaine. Il cuisine mieux que moi et ne me le reproche jamais. Je peux compter sur les doigts d'une main les fois où il s'est visiblement énervé. Habituellement, si quelque chose le dérange, il va juste dans une autre pièce un moment et revient plus calme. Ça me faisait me sentir en sécurité. Comme si, peu importe à quel point les choses allaient mal, on pouvait en parler. L'une des seules fois où il s'est vraiment mis en colère avant ça, c'était il y a peut-être 1 an. Je me plaignais à une amie commune du fait qu'il décrochait parfois en pleine conversation. Je ne le pensais pas méchamment, mais j'ai utilisé les mots « il agit comme un robot parfois ». Je ne pensais pas que c'était grave, mais elle l'a mentionné à son petit ami, qui a fini par le taquiner à ce sujet lors d'une fête devant d'autres personnes. Il n'a pas réagi sur le moment, mais quand nous sommes rentrés, il m'a dit qu'il s'était senti humilié. Que lorsqu'il me confiait la façon dont son cerveau fonctionnait, il ne s'attendait pas à ce que ce soit raconté comme une blague. Ce soir-là, je me suis excusé et il m'a pardonné. Mais il m'a aussi dit qu'il a du mal à croire que les gens ne se retourneront pas contre lui. Que lorsque quelqu'un franchit une certaine ligne, c'est presque impossible pour lui de le voir de la même manière. Il a dit qu'il voulait faire confiance aux gens, mais que ce n'est pas naturel pour lui. J'ai juré que je ne franchirais plus jamais ce genre de ligne. Et je le pensais. Avance rapide jusqu'à il y a 2 semaines. Nous organisions une réunion avec 3 autres couples, tous des amis communs que nous nous étions présentés au fil des ans. Ça avait été quelques semaines stressantes pour tout le monde. Alors, on a prévu une soirée décontractée, boissons, jeux de cartes, musique. Mon petit ami m'a aidé à préparer l'endroit, à nettoyer, cuisiner et a même choisi le vin pour les autres, même s'il n'allait pas boire.
Je me souviens avoir pensé à quel point c'était attentionné de sa part d'avoir pensé aux collations préférées de tout le monde. Ça semblait être une bonne soirée dès le début. À un moment donné tard dans la soirée, les gars sont allés dans la chambre d'amis où ils jouaient habituellement à des jeux ou parlaient en privé. Ça nous a laissés, nous les 4 femmes, dans le salon. À ce moment-là, nous étions toutes éméchées, certaines plus que d'autres. L'une des filles, je l'appellerai Manon, a commencé à se plaindre de son petit ami, disant qu'il n'aidait jamais à la maison, ne la soutenait pas émotionnellement et la faisait se sentir comme une mère célibataire même s'il n'avait pas d'enfant. Ça m'a prise au dépourvu parce que j'avais toujours pensé qu'il était l'un des plus attentionnés du groupe. C'est lui qui l'a ramenée chez elle quand elle était malade lors de notre dernier rassemblement et qui a payé la facture du vétérinaire quand son chat a eu besoin d'une opération. Mais Manon a continué. Puis une autre fille a renchéri avec ses plaintes. Puis une autre, et ensuite je me suis jointe à elle. Au début, c'était des petites choses. J'ai dit qu'il oublie parfois ce que je dis au milieu d'une phrase. Qu'il reste coincé dans son propre monde et me laisse avec l'impression de parler à un mur, ce qui est arrivé, mais jamais intentionnellement. Il a toujours dit clairement qu'il voulait écouter. Il manque juste des choses parfois. Ensuite, j'ai mentionné qu'il n'aime pas être touché à moins qu'il ne l'initie. J'ai déformé ça pour le faire passer pour quelqu'un d'émotionnellement froid. Je savais que ce n'était pas juste, mais j'étais ivre et j'essayais de suivre le ton de la conversation. Les choses sont devenues plus méchantes. Nous avons toutes commencé à surenchérir avec des blagues passives-agressives. Comme si on essayait de se surpasser pour savoir quel petit ami avait le plus de défauts. Ça a cessé d'être drôle assez vite, mais je ne me suis pas arrêté. Et j'aimerais pouvoir dire que j'ai tracé la ligne quelque part, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à déballer des choses qu'il m'avait dites en toute confiance, ses insécurités sur l'intimité, son enfance, et comment il déteste être comparé à d'autres gars. J'ai évoqué sa taille au lit, j'ai transformé ça en chute de blague, et j'ai fait une blague dégoûtante sur le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à sentir. Ce n'était même pas vrai. C'était tout le contraire. Il est en fait très bien membré, et nous avons dû nous adapter parce que ça peut faire très mal si on ne fait pas attention. Mais j'ai dit ce que j'ai dit pour faire rire. Et avant que je puisse en dire plus, j'ai entendu sa voix derrière moi. Il était revenu dans la pièce sans qu'aucune de nous ne le remarque. L'un des gars, je l'appellerai Thomas, était juste derrière lui, essayant de lui parler à voix basse. Je pouvais voir que quelque chose s'était passé avant qu'il n'entre, mais je n'ai pas eu la chance de demander quoi. Tout ce qu'il a dit quand il m'a regardé, c'est, tu sais, les mots d'un ivrogne sont les pensées d'un sobre, n'est-ce pas? Son ton était calme, complètement plat. Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça avant. Thomas lui tenait l'épaule, essayant clairement de le calmer. Il ne tremblait pas et ne criait pas, il restait juste là avec cette expression froide et illisible. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose pour expliquer, pour en rire, mais je n'ai pas pu sortir un mot. Tout mon corps est devenu froid. Il n'a rien dit d'autre. Il s'est retourné et est sorti, emmenant Thomas avec lui. Le reste des gars n'est pas revenu de la nuit. Nous avons envoyé des SMS, appelé, personne n'a répondu, et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais merdé pire que jamais dans ma vie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je continuais à vérifier la porte, espérant entendre sa voix ou au moins recevoir un message de l'un des gars. Rien. Le silence était pire que s'il avait crié. Le lendemain matin, je l'ai trouvé déjà levé, assis à la table de la cuisine. Les autres dormaient encore ou avaient trop la gueule de bois pour bouger. Il m'a dit de m'asseoir. Son visage était calme. Ses yeux ne l'étaient pas. C'étaient les mêmes yeux que je voyais quand il parlait de son père. Distant, perçant, illisible. Il m'a posé une question. Sais-tu pourquoi je suis en colère? J'ai dit oui. Il n'a rien répondu. Il a juste hoché la tête lentement comme s'il confirmait quelque chose pour lui-même. J'ai commencé à pleurer, j'ai essayé de m'excuser, je lui ai dit que j'étais ivre et que ça ne voulait rien dire. Il n'a pas répondu, il a juste fixé le mur derrière moi. Je lui ai dit que je ne croyais rien de ce que j'avais dit, que j'étais prise dans le moment. Toujours rien. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, peut-être que te faire confiance était une erreur. Il n'a pas élevé la voix. Il ne m'a accusé de rien. Il l'a juste dit comme si c'était un fait simple. J'ai continué à parler, espérant que quelque chose ferait craquer une émotion, un signe de pardon. Il m'a laissé parler jusqu'à ce que je n'ai plus rien à dire.
Puis il s'est levé et m'a dit qu'il n'allait pas prendre de décision tout de suite. J'ai passé les jours suivants à marcher sur des œufs. Il était calme, gardait ses distances, dormait dans la chambre d'amis, ne parlait que lorsque c'était nécessaire, et même alors ne me regardait jamais dans les yeux. Cette première semaine, j'ai tout essayé. J'ai nettoyé tout l'appartement. J'ai fait le dîner même si je cuisine comme une merde, j'ai écrit une longue lettre essayant de m'expliquer et je l'ai laissée sur son bureau. Il ne l'a pas mentionné. Puis est venu le moment où j'ai réalisé à quel point je l'avais blessé. Une nuit, je me suis glissé dans le lit à côté de lui et j'ai essayé de lui faire un câlin comme avant. Il n'a pas bougé, a juste dit non et s'est levé, a dormi sur le canapé. Le lendemain, il est rentré du travail avec un traversin et l'a jeté sur le lit. Il a dit que je pouvais faire des câlins à ça à la place. Rien d'autre. Il est juste sorti. Une autre nuit, j'ai essayé d'initier une relation sexuelle. Je pensais que peut-être la proximité physique aiderait à combler la distance. Il m'a repoussé. Pas brutalement, juste fermement. Il m'a dit, ne fais pas ça. Je ne me suis pas arrêté. J'ai essayé de l'embrasser. Il s'est levé et est sorti à nouveau. Le lendemain, il y avait une boîte sur la table avec mon nom dessus. À l'intérieur se trouvait un énorme god et une note qui disait « Celui-ci devrait être assez gros. Amuse-toi bien avec. » Je ne me suis même pas mise en colère. Je suis juste restée assise là avec l'objet dans les mains et j'ai pleuré. Pas à cause de la note, pas à cause du jouet, mais parce que ça m'a frappé que ce question de sexe ou de blague. C'était une vengeance. Il y a 3 jours, il m'a enfin parlé comme à une personne à nouveau. Il a demandé si j'étais blessé par la tournure des choses ces derniers temps. J'ai dit oui, espérant que cela signifiait qu'il était prêt à passer à autre chose. Il a hoché la tête et a dit, « Tu n'oublieras jamais ça. Tu m'as blessé d'une manière que personne d'autre n'a faite. Tu peux partir si tu veux, mais si tu restes, ne t'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant. » Depuis, rien n'a vraiment changé. Il cuisine toujours. Demande toujours si j'ai besoin de choses quand je suis malade. Sort toujours les poubelles sans que je le demande. Mais c'est comme si je n'existais pas au-delà des bases. Il ne m'a pas touché depuis 2 semaines, ne m'a pas embrassé, me regarde à peine. Je ne pense pas qu'il ait dit à quelqu'un d'autre ce qui s'est passé, pas même aux gars qui en ont entendu une partie, car personne ne me traite différemment. C'est le pire. Il protège ma réputation plus que je n'ai protégé la sienne. Il y a quelques nuits, je l'ai trouvé endormi sur le canapé avec un traversin dans les bras. De la même manière qu'il me tenait. Je suis resté là pendant 10 minutes et il n'a même pas bougé. Il se réveillait instantanément quand j'entrais dans la pièce. Le truc, c'est que je l'aime encore. Probablement plus maintenant que jamais parce que je peux voir exactement à quel point j'ai échoué envers quelqu'un qui m'a tout donné. Il n'essaie pas de me blesser. Il me ferme juste complètement la porte. Et je n'ai aucune idée s'il me laissera un jour revenir. Je ne sais pas pourquoi il est encore là. Une partie de moi pense qu'il ne reste que par habitude. Ou peut-être qu'il attend que j'abandonne pour ne pas avoir à être celui qui part. Je lui ai demandé une fois pourquoi il ne mettait pas fin aux choses et il a juste dit parce que je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas demandé ce que ça voulait dire. Je me suis déjà excusé d'avoir essayé de forcer l'intimité avec lui après qu'il a dit non. J'ai franchi cette ligne et j'en assume l'entière responsabilité. Je ne me suis pas arrêté quand j'aurais dû. C'est ma faute. Je sais que ce que j'ai dit ce soir-là était dégoûtant. J'ai trahi sa confiance et me suis moqué des choses qu'il partageait avec moi en privé. Je l'ai transformé en chute de blague devant des gens qui n'avaient pas à entendre tout ça. J'ai menti. Je l'ai fait se sentir petit d'une manière dont je sais qu'il a peur depuis qu'il est enfant. Mais maintenant je suis coincé. Je suis toujours là. Il est toujours là. Et je ne sais pas si rester signifie que j'essaie assez fort ou si je ne fais que prolonger quelque chose qui est déjà mort. Alors Reddit, à vos commentaires. Commentaire 1. Tout le monde dans cette pièce ce soir-là a gravement merdé. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont tu as décrit la compétition pour savoir qui pourrait dire le plus de méchanceté. Cela dit quelque chose de malsain sur la dynamique de votre groupe. Tu dis que ce sont des gens qui se sont réunis grâce à vous deux. Alors comment diable cela a-t-il fini par être une séance de lynchage où personne n'est intervenu? L'un de ces gars a dû le retenir physiquement. Réalises-tu à quel point cela a demandé de la retenue? Et il n'a toujours pas explosé contre toi.
C'est quelqu'un qui tenait le monde entier dans ses poings et a choisi le silence plutôt que la honte. Je me fiche de savoir à quel point quelqu'un est ivre, quand une personne devient aussi immobile, aussi calme, c'est qu'elle a fini d'essayer de faire comprendre les dégâts à qui que ce soit. Il n'était pas en colère. Il était déçu. Cette merde est pire. Mais je ne suis pas là juste pour t'accabler. Je pense que tu as compris. Je pense que tu sais que tu as merdé. Je ne suis juste pas sûr que tu comprennes à quel point les dommages peuvent être à long terme. Certaines personnes pardonnent avec le temps. D'autres ne te regardent plus jamais de la même manière, même s'ils restent. Et rester n'est pas toujours pardonner. Parfois, c'est juste eux qui regardent pour voir si tu vas aggraver les choses. Commentaire 2. Tu l'as harcelé pour qu'il reste avec toi. C'est ce que c'était. Tu as supplié, pleuré et l'as usé jusqu'à ce qu'il renonce à essayer de partir après que tu l'as démoli devant des gens en qui il avait confiance. Il t'a dit dès le premier jour, ne te saoule pas. Ne fais pas de lui la cible. Et tu y es quand même allé. Puis, quand il a essayé de partir, tu n'as pas respecté ça non plus. Tu continues de dire que tu l'aimes, mais je ne vois d'amour nulle part dans tes actions. Je vois de la panique. Je vois de la possession. Tu l'as humilié. Puis tu l'as forcé à te réconforter en restant. C'est quelque chose que font les adolescents toxiques. Pas des femmes adultes dans de vraies relations. Si j'étais lui, je jetterais tes affaires sur le trottoir et je dormirais comme un bébé. Aucun regret. Il mérite quelqu'un qui valorise sa paix et sa vie privée, pas quelqu'un qui utilise comme une arme ce qu'il partage en toute confiance. Tu veux montrer que tu tiens à lui? Inscris-toi en thérapie et aux alcooliques anonymes. Travaille sur ton bordel toute seule parce que cette version de toi n'est pas prête pour une relation. Pas avec lui. Avec personne. Laisse-le partir. C'est la seule chose décente qu'il reste à faire. Commentaire 3. Écoute-moi. Je pense que tu sais que tu l'as détruit. C'est évident. Mais ce qui me frappe, c'est ce qu'il fait maintenant. Ce silence, cette froideur, ces petites piques. Ce n'est pas qui il veut être. C'est quelqu'un qui se noie dans la douleur et qui est trop épuisé pour comprendre comment s'en sortir sans vous faire couler tous les deux. J'étais à sa place une fois. Mon ex a dit quelque chose d'horrible sur ma famille, quelque chose qu'il pensait que je n'entendrais jamais. Quand je l'ai confronté, il était honnêtement désolé. Mais au lieu de gérer ça, je me suis accroché à l'amertume et j'ai fait de sa vie un enfer. J'étais suffisante, froide, mesquine, tout comme ton petit ami l'est maintenant. Je l'ai repoussé petit à petit, puis je l'ai détesté pour s'être éloigné. Nous n'avons pas rompu à cause de l'insulte, nous avons rompu parce que je ne pouvais pas pardonner. Et cette amertume m'a transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Tu dois te poser une question difficile. Restez-vous ensemble juste parce que vous avez peur d'être séparés? Il ne te punit pas parce qu'il est cruel. Il a mal et essaie d'empêcher cette blessure de se vider de son sang. Mais si aucun de vous ne peut laisser tomber ce qui s'est passé, ça va tout pourrir. Tu as cassé quelque chose de gros. Ouais, mais si ça continue, vous allez tous les deux détruire le peu qu'il reste. Et cela inclut ton propre sens de qui tu es. Il mérite la paix. Toi aussi. Peut-être que la seule façon pour l'un ou l'autre d'obtenir ça est de partir. Mise à jour. Cela fait presque 3 mois depuis mon message original. Il s'est passé tellement de choses que je dois encore relire la chronologie dans ma tête pour m'assurer que je me souviens des choses correctement et que je ne me noie pas dans la honte. Je veux être clair avec tout le monde ici. Je n'essaie pas de trouver des excuses. J'essaie d'expliquer en détail ce qui se passe parce que j'ai besoin de le comprendre moi-même. Et je pense que beaucoup d'entre vous m'ont aidé à voir à quel point les choses étaient brisées après cette nuit-là. Pendant quelques semaines après mon premier message, il a été silencieux. Il est resté dans le même appartement et a fait des choses quotidiennes normales comme cuisiner et aller travailler. Mais émotionnellement, j'avais l'impression de parler à un mur. Il n'était pas froid d'une manière hostile, juste distant. Comme si la connexion que nous avions avait disparu. Je me suis excusé de manière dont je ne me serais jamais cru capable. Certains jours, je m'asseyais en face de lui à table avec les larmes aux yeux en essayant de parler, et il me regardait avec ce regard calme et neutre qui m'a fait réaliser que quelque chose était mort en lui envers moi. Honnêtement, c'était la pire forme de punition que j'ai jamais ressentie dans ma vie. Je me levais tous les matins, faisais du café et m'asseyais avec lui pendant qu'il le buvait, et il ne disait pas un mot sur ce qui s'était passé. Je continuais à penser que n'importe quoi,
n'importe quoi serait une ouverture. Je pensais que si je disais la bonne chose ou montrais assez d'efforts, il reviendrait vers moi. Au lieu de cela, il est juste resté. Une nuit, il a parlé. Il a dit qu'il m'avait pardonné. Il a dit que la douleur n'était pas quelque chose qu'il voulait porter tous les jours pour toujours. J'étais choqué. J'aurais dû me sentir soulagé. Mais ce qu'il a dit ensuite a coupé plus profondément. Il m'a dit que l'amour qu'il avait pour moi avait disparu. Il a expliqué que ce que j'avais fait et la façon dont j'avais agi depuis avait brisé quelque chose en lui qu'il avait essayé de guérir pendant des années. Ce qui restait n'était pas de la chaleur pour moi. Seulement un sentiment d'obligation de coexister sous le même toit. Il a dit que partir sans me donner une chance de comprendre semblerait cruel. Mais il ne pouvait pas prétendre que ce que nous avions était encore de l'amour. Ces mots auraient dû me briser, mais je ne pouvais même pas pleurer. J'ai juste hoché la tête là. Et je jure que j'ai eu l'impression de perdre mon oxygène. J'ai tout essayé après ça. J'ai essayé des excuses calmes, des excuses en larmes, des lettres, des cadeaux, et même de lui écrire de longs paragraphes à 3 heures du matin, que je regrettais le lendemain matin. Rien n'a changé. Il a repris son silence. Environ un mois après ça, des amis sont venus, le même groupe de cette fête des mois plus tôt. Mon petit ami était sorti. Nous prenions juste des nouvelles, buvant un peu. Je porte toujours la culpabilité comme une seconde peau, et quelques verres ont libéré quelque chose en moi auquel je ne m'attendais pas. L'un des gars, quelqu'un qui a toujours été direct avec moi, a dit que j'avais l'air épuisé, comme si la vie m'avait tabassé. On a fini dans la cuisine à se plaindre des relations, de la vie, de l'anxiété et de la solitude. Tout ce que j'avais à l'intérieur, culpabilité, chagrin, rejet, confusion s'est déversé. Il a écouté, n'a pas jugé, n'a pas ri, et puis presque sans que je m'en rende compte, je me laissais étreindre. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas censé remplacer l'amour. C'était un réconfort humain brut, quelqu'un qui me tenait pendant que je pleurais sur le vide entre lui et moi. C'était une nuit, sans attache, sans avenir. Mais je ne pouvais pas appeler ça de la tromperie comme je le ferais normalement parce qu'émotionnellement, à ce moment-là, je me noyais et ça a brisé quelque chose en moi que je ne peux pas expliquer complètement. Je n'en ai pas parlé à mon petit ami parce que ça ressemblait à admettre une autre blessure dans une chose déjà mourante. Je sais que ça semble pathétique, mais je ne pouvais pas me résoudre à l'expliquer. J'avais honte. Juste après cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai jamais été quelqu'un qui perd son sang-froid facilement. Je peux être contrarié, bien sûr, mais c'était différent. J'ai commencé à diriger toute ma douleur vers lui. Je n'arrêtais pas de souligner comment tout le monde avait réussi à se réconcilier alors qu'il restait fixé sur cette seule nuit. J'ai fait des demandes, déraisonnables, impossibles. Le point le plus bas est arrivé lors d'un dîner un soir. Nous avions commandé des plats à emporter, et pour des raisons que je ne peux toujours pas expliquer complètement, j'ai complètement perdu le contrôle. Je l'ai accusé d'avoir regardé une autre fille plus tôt ce jour-là quand nous étions sortis faire les courses. Il n'y avait aucune preuve. Rien ne s'était passé. Je l'ai juste vu jeter un coup d'œil à quelqu'un et mon cerveau est immédiatement allé vers la peur et l'insécurité. Je lui ai demandé de faire ses preuves, de me demander en mariage. Je voulais une bague. Je voulais quelque chose qui nous forcerait à revenir au genre d'intimité émotionnelle que nous avions l'habitude d'avoir. J'ai même dit ça à voix haute. Si tu m'aimais, tu me demanderais juste en mariage. Il m'a fixé. Puis il a nié toutes les accusations. L'idée que ce que je demandais arrangerait quoi que ce soit et même l'affirmation qu'il ait jamais regardé quelqu'un d'autre de cette façon. Ce refus a déclenché quelque chose en moi. Et dans une vague de frustration et de colère, j'ai commencé à me moquer de lui. J'ai ressorti mes vieilles accusations sur ses performances au lit et même sur son père, les livrant sur un ton moqueur et délibérément cruel. Et il a continué à manger. Il n'a pas essayé de riposter verbalement. Il n'est pas sorti en trombe. Il m'a juste regardé me décomposer devant lui. Alors j'ai franchi une ligne que je ne me pensais pas capable de franchir. Il tenait des baguettes, mangeait son repas, et je me suis levé, je me suis tenu face à face, et sans réfléchir, j'ai enfoncé les baguettes. Elles ont pénétré dans sa bouche assez profondément pour percer, et quand il s'est reculé, il y avait du sang partout. La réalité de ce que j'avais fait m'a frappé comme un train de marchandises. Il ne m'a pas maudite ni appelé la police. Il s'est rassis, a repoussé son assiette et m'a dit qu'il allait prendre sa journée de travail.
Il ne m'a pas laissé l'aider à nettoyer la plaie. Il ne m'a rien dit pendant qu'il bandait sa bouche et partait pour sa chambre. J'ai essayé de m'excuser. Je ne comprenais pas comment j'étais devenu quelqu'un capable de blesser quelqu'un que je prétends aimer. Je lui ai dit que je n'étais pas une personne abusive, que je perdais juste mon sang-froid quand je me sentais ignoré, indésirable et mal aimé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas croire ce que j'avais fait. Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, l'expression vide, et a dit « Je n'appelle pas les flics. Ne me parle pas. » Il a fermé la porte et s'est éloigné. Je pouvais l'entendre au téléphone avec son collègue dire qu'il serait absent aujourd'hui. J'ai attendu devant sa chambre, mais il a refusé de me laisser entrer. Il m'a dit de dormir dans la chambre d'amis. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je regarde l'endroit où il était assis en train de saigner, et je vomis un peu dans ma bouche. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez moi. J'ai honte, je suis rongé par la culpabilité et horrifié de ce dont je suis capable. Je n'ai jamais été physiquement violente de ma vie. Je n'ai jamais frappé personne. L'idée de blesser quelqu'un physiquement m'était étrangère jusqu'à maintenant. J'ai tout raconté à une amie parce que je me noie dans la honte et la confusion. Ils m'ont dit que j'avais besoin d'aide, d'une vraie aide, pas juste de m'excuser et d'espérer que les choses reviennent comme avant. Ils ont suggéré des conseils, une gestion de la colère et peut-être même d'aller quelque part où je pourrais parler à quelqu'un professionnellement de la façon dont je réagis quand je me sens rejeté. Je ne veux pas le perdre. Je l'aime toujours plus que je ne me comprends moi-même. Je sais que je suis la raison pour laquelle notre relation est en ruine, mais je sais aussi qu'il est blessé et que je l'ai brisé d'une manière qui n'est pas seulement émotionnelle maintenant. Il n'a pas rompu avec moi. Il ne m'a pas mise à la porte et n'a pas porté plainte, mais il ne me regarde pas, ne me parle pas sauf si c'est absolument nécessaire. Et je peux voir le coup de ce que j'ai fait dans ses yeux. Et ce n'est pas un regard de colère. C'est quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus lourd. J'écris cette mise à jour parce que j'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de clarté. J'ai besoin de savoir s'il y a un chemin à suivre ou si j'ai détruit quelque chose qui n'était jamais censé revenir. Commentaire. Commentaire 1. Il y a une différence entre dire la mauvaise chose dans une dispute et poignarder la dignité de quelqu'un encore et encore, puis littéralement le poignarder avec des baguettes. Tu as traversé un territoire où la plupart des gens n'ont pas de seconde chance. Et le fait qu'il n'ait pas appelé les flics ou ne t'ait pas jeté dehors en dit plus sur qui il est que sur ce que tu mérites en ce moment. Je ne pense pas que tu sois une psychopathe maléfique, mais tu n'es certainement pas bien. Tu as explosé parce qu'il est devenu silencieux et ça t'a plus énervé que s'il avait riposté. Tu veux de l'amour de sa part, mais tout ce que je vois ici, c'est toi réagissant au fait de ne pas obtenir ce dont tu as besoin. Au lieu de rester avec cette douleur, tu l'as tournée vers l'extérieur 2 fois maintenant. Le coup d'un soir, c'est de la tromperie. Appelle ça comme c'est. Dire que tu étais dépassé ne veut rien dire quand tu laisses quelqu'un d'autre entrer dans ton chagrin et que tu lui mens encore à ce sujet. C'est une bombe à retardement. Je ne pense pas que tu sois prête à être la partenaire de qui que ce soit. Tu as besoin d'être seul. Pas juste seul célibataire, mais en train de travailler sur tes débris sans entraîner quelqu'un d'autre vers le bas avec toi à nouveau. Commentaire 2. Je ne vais pas revenir sur la violence ou la tromperie, plein de gens l'ont fait. Ce qui m'a frappé en lisant ceci, c'est la pure panique dans ton ton. Tu t'accroches à lui comme s'il était le dernier radeau de sauvetage dans une tempête que tu as créée toi-même. Et honnêtement, je vous plains tous les deux parce qu'il semble être un homme bon qui a continué à s'investir dans une relation qui tuait lentement son esprit. Et tu as l'air de quelqu'un qui a été affamé d'affection toute sa vie. Voici ce qui craint, cependant. Les gens affamés mordent quand ils sont désespérés. Tu t'es déchaîné parce qu'il ne t'a pas tenu comme tu as supplié d'être tenu. Et au lieu de reconnaître qu'il faisait le deuil de la relation, tu l'as forcé. Puis tu l'as puni pour ne pas avoir joué le jeu. Tu as fait erreur sur erreur. Mais s'il y a une vérité dans ce que tu as dit sur le fait de vouloir te réparer, alors commence par le laisser tranquille. Il a fini. Tu as brisé sa confiance d'une manière qu'il n'admettra peut-être jamais à voix haute. Mais ce moment avec les baguettes a scellé le tout. Il n'a pas besoin de te pardonner maintenant. Il a besoin de distance. Tu as besoin d'une thérapie. Ouais, mais aussi de distance de lui, des mensonges, de tout ce cycle d'auto-sabotage. Ne reste pas dans les parages en espérant qu'il s'adoucisse. Pars et sois sincère. Laisse-le respirer. Laisse-toi comprendre pourquoi tu as atteint ce niveau d'autodestruction avant d'entraîner quelqu'un d'autre là-dedans.
Commentaire 3. Tu sais ce qui me fait le plus peur dans tout ce post? Combien de lignes as-tu franchi en continuant? Cette fête, le coup d'un soir, les baguettes. Tous des moments où une personne normale s'arrêterait et dirait, bon sang, qu'est-ce que je fais? Mais tu ne t'es pas arrêté. Pas une seule fois. Tu as continué à pousser, continué à exiger plus d'un gars qui n'avait déjà plus rien à te donner. Tu as dit que tu ne te comprenais pas, mais tu n'as pas non plus fait une seule chose pour essayer de comprendre. Où est la responsabilité? Où est la séance de thérapie? La réunion des alcooliques anonymes. Le moment où tu te mets en pause et écoutes réellement tes propres dégâts. Au lieu de cela, tu le regardes se vider de son sang littéralement et émotionnellement et tu te demandes encore s'il y a un moyen de revenir à la situation d'avant. Il n'y en a pas. Il est parti. Ce qu'il reste, c'est la coquille d'un homme qui s'est fait écraser par la seule personne à qui il s'est ouvert. Si tu l'aimais vraiment, tu ferais tes valises et partirais. Laisse-le se reconstruire sans toi. Mise à jour. Je ne pensais pas que ça pouvait devenir plus laid que ma dernière mise à jour. J'avais tort. Ma vie en ce moment ressemble à un tas de conséquences sur lesquelles je continue de marcher peu importe où je me tourne. Après l'incident des baguettes, la distance s'est propagée rapidement. Les amis ont arrêté de prendre des nouvelles. Les discussions de groupe sont devenues silencieuses. Quand j'avais des nouvelles des gens, ça semblait forcé, comme s'ils me parlaient par obligation. J'ai appris plus tard que certains d'entre eux étaient au courant de la blessure. D'autres étaient au courant du coup d'un soir. Ils ne l'ont pas tous appris de moi. C'est comme ça qu'il l'a découvert. L'une des personnes qui était présente la nuit où je me suis épanché et ai bu l'a contacter. Je ne sais pas pourquoi. Culpabilité, loyauté envers lui, ou peut-être juste vouloir se laver les mains de moi. Ils lui ont parlé de cette nuit-là, du fait que je me sois laissé aller avec quelqu'un d'autre, de la façon dont j'ai pleuré et me suis appuyé sur un autre homme alors qu'il vivait encore sous le même toit que moi. Il n'est pas venu me voir en criant ou en exigeant des réponses. Il est venu me voir avec un sac fait. Il a dit qu'il savait pour le coup d'un soir. Il l'a dit calmement comme s'il l'avait déjà assimilé. Puis il m'a dit de déménager. Il a dit que nos valeurs ne s'alignaient pas, qu'il avait fait une erreur en me choisissant, et qu'il avait fini de payer pour ça. J'ai essayé d'argumenter. Je lui ai dit que je n'étais pas pleinement conscient de cette nuit-là, que l'alcool et l'épuisement émotionnel peuvent fausser le jugement et que ce n'était pas juste de juger toute une relation sur un moment. Je lui ai dit que j'avais été négligé, ignoré et privé d'affection pendant des semaines. Je lui ai dit que je partais en vrille et que n'importe qui aurait craqué sous autant de poids émotionnel. Je lui ai demandé de voir les choses de mon côté pour une fois. Il s'est levé, a ouvert la porte et m'a dit de partir. J'ai traîné ma valise dehors pendant qu'il regardait. Je n'ai pas arrêté d'essayer après ça. J'ai envoyé des SMS, des emails, j'ai laissé des messages vocaux pour m'excuser, expliquer et le supplier de reconsidérer. Je lui ai dit que je prenais des mesures pour m'améliorer. Je lui ai dit que je ferais une thérapie, que j'arrêterais complètement de boire et que je ferais tout ce qu'il fallait. Il n'a répondu à rien de tout ça. Environ une semaine plus tard, j'ai appris qu'il voyait quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas appris de lui. Je l'ai vu grâce à des relations communes, une femme de son cercle élargi. C'est là que quelque chose de laid est sorti de moi à nouveau. Je lui ai envoyé un message et lui ai dit que s'il ne me parlait pas, je lui dirais qu'il a trompé. Je l'ai justifié dans ma tête en me disant que l'abandon émotionnel comptait comme une tromperie à sa manière. Je me suis dit que c'était juste après tout ce qu'il m'avait fait. Il n'a jamais répondu. Ce silence m'a enragé plus que n'importe quelle insulte ne l'aurait fait. J'ai envoyé un autre message, puis un autre. Puis je me suis arrêté quand j'ai réalisé que je tremblais et pleurais en public comme une folle. J'ai sombré durement après ça. J'ai perdu l'appétit. J'ai arrêté de me présenter au travail régulièrement. Mon manager a remarqué que j'étais déjà sur la corde raide après avoir appelé pour dire que je ne venais pas à plusieurs reprises plus tôt dans l'année. Finalement, les RH m'ont mis en congé maladie pour prendre soin de ma santé. Tout le monde savait ce que ça voulait dire. Quelques nuits plus tard, tout s'est effondré. Je ne veux pas entrer dans les détails graphiques, mais j'ai fini à l'hôpital. Épuisement, panique, pensée que je ne pouvais plus garder dans ma tête. Une amie m'a emmené parce que je ne tenais pas des propos sensés et n'avais pas dormi depuis des jours. Je me suis assuré qu'il sache. Je ne l'ai pas appelé directement. Je savais que ça ne marcherait pas. Mais j'ai dit à quelqu'un qui lui a dit.
Je me suis assuré que le mot lui parvienne que j'étais dans un lit d'hôpital seul, mentalement détruite, fonctionnant à peine. J'ai attendu. J'ai regardé mon téléphone. Chaque vibration faisait bondir mon cœur. Il n'est jamais venu. Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais envoyé de message. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi qui, je ne pense pas, se réparera jamais. Je comprends la rupture. Je comprends tracer une ligne et partir. Je comprends même la colère. Mais toute personne avec un cœur prend des nouvelles quand quelqu'un qu'elle a aimé pendant 4 ans finit hospitalisé. Même juste un message. Même juste j'espère que tu vas bien. Le fait qu'il ne se soit pas manifesté du tout me fait tout remettre en question. Peut-être qu'il ne m'a jamais aimé. Peut-être que j'étais pratique. Peut-être que j'étais quelque chose qu'il tolérait jusqu'à ce que je cesse d'être facile. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai franchi des lignes. Je sais que je l'ai profondément blessé. Je l'ai dit 1000 fois. Mais j'essaie de m'améliorer. J'essaie d'assumer mon comportement. Je suis en thérapie maintenant. J'ai arrêté de boire. J'ai affronté certaines des choses les plus laides à mon sujet. Et on dirait que rien de tout ça n'a d'importance. Il a le droit de passer à autre chose. Il obtient du soutien. Il a droit à un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau. Moi, j'ai l'isolement, le jugement, un bracelet d'hôpital et des gens en ligne qui me disent que je suis irrécupérable. Les gens disent que je suis abusive. Je ne me vois pas comme ça. Je vois quelqu'un qui a mal réagi en étant ignoré. Quelqu'un qui a perdu pied émotionnellement et a paniqué. Quelqu'un qui a craqué après avoir été privé d'amour et d'intimité. N'importe qui poussé assez loin se brise. Cela ne fait pas d'eux un monstre. Cela les rend humains. Et qu'en est-il de lui? Un homme qui ne veut pas parler des choses. Qui se ferme au lieu de communiquer? Qui ne donne pas de seconde chance? Qui ne sait pas accepter une plaisanterie? Qui gèle les gens jusqu'à ce qu'ils disparaissent? En quoi n'est-ce pas quelque chose qui ruinera ses futures relations, aussi? J'ai changé pour lui. Je change pour moi-même. Et il agit toujours comme si je n'existais pas. Je suis assise ici des semaines plus tard seule, rejouant tout et me demandant comment tout a pu si mal tourner si vite. Je ne me sens pas comme une mauvaise personne. Je me sens comme quelqu'un qui perd tout et a réagi par peur et douleur. Commentaire. Commentaire 1. Ce que tu fais en ce moment, c'est réécrire l'histoire en temps réel pour y survivre. Je comprends pourquoi la vérité fait trop mal à tenir d'un coup. Mais en lisant cette mise à jour, ce qui ressort n'est pas seulement les mauvaises décisions. C'est la fréquence à laquelle tu centres ta douleur comme si elle annulait les dégâts que tu as causés. Tu continues de dire que n'importe qui craquerait. Bien sûr, beaucoup de gens craquent. La plupart ne menacent pas leur ex, ne le blessent pas physiquement ou n'essaient pas de saboter sa nouvelle relation en tombant. Ce ne sont pas des réactions de panique. Ce sont des choix faits en désespoir de cause pour rester pertinente dans sa vie à tout prix. La partie hôpital fait mal. Je ne le nierai pas, être seul à ce moment-là est brutal. Mais il ne t'a pas abandonné là. Il est parti bien avant. Après que tu lui aies montré plusieurs fois que la proximité avec toi signifiait du mal. Le silence de sa part n'était pas de la cruauté. C'était de l'autopréservation. Il ne te doit plus d'énergie de soignant. Surtout quand chaque interaction est devenue volatile. Il ne s'agit pas de savoir s'il t'a aimé un jour. Il t'a probablement aimé. Il s'agit de pourquoi il a arrêté. Commentaire 2. Je vais prendre un peu de recul parce que tout le monde est concentré sur un incident à la fois et manque le schéma d'ensemble. Ce n'était pas une explosion ou une mauvaise nuit ou un coup d'un soir regrettable. C'était une spirale au ralenti où chaque fois qu'il reculait, tu t'accrochais plus fort. Quand cela ne fonctionnait pas, tu as escaladé émotionnellement. Quand cela ne fonctionnait toujours pas, c'est devenu physique. Puis c'est devenu menaçant. Tu parles d'être affamé d'affection, mais l'affection n'est pas quelque chose que quelqu'un peut donner sur demande après que la confiance a été brisée. Il ne te punissait pas. Il faisait le deuil de la relation pendant que tu essayais de la ressusciter par la force de la volonté. Ces deux processus ne coexistent pas pacifiquement. La menace de tromperie est là où j'ai personnellement perdu ma sympathie. Ce n'était pas la douleur qui parlait. C'était une logique de vengeance. Même s'il n'a jamais répondu, ce mouvement a probablement confirmé chaque peur qu'il avait de rester connecté à toi. Tu n'es pas irrécupérable.
Mais la rédemption ne vient pas du fait d'insister pour qu'il reconnaisse ta souffrance. Elle vient de l'acceptation que son absence est une réponse directe au fait de se sentir en danger émotionnellement d'abord, puis physiquement. Tant que tu ne l'accepteras pas pleinement, toute croissance que tu feras restera superficielle. Commentaire 3. Je ne pense pas que tu mentes sur le fait de te sentir abandonné. Je pense que le problème est que tu t'attendais à ce qu'il reste émotionnellement accessible après trop de moments où il a appris que tendre la main en retour le blessait. De son côté, chaque tentative de parler des choses plus tôt a conduit à plus de pression, plus d'accusations et plus d'attaques sur ses points faibles. Le silence est devenu la seule option qui ne causait pas de dégâts. Là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup de commentateurs, c'est l'idée que tout cela était malveillant. Je ne vois pas un cerveau criminel. Je vois quelqu'un qui a assimilé être aimé à être poursuivi et a paniqué quand cela s'est arrêté. Cette panique a alimenté un comportement assez horrible. Mais cela ne venait pas d'un désir de dominer ou de le briser. Cela venait de la terreur d'être rejeté. Le fait qu'il ne soit pas venu à l'hôpital fait mal. Mais cela correspond aussi à la trajectoire. S'il s'était montré, cela l'aurait ramené directement dans un rôle dans lequel il avait déjà appris qu'il ne pouvait pas survivre. Parfois, se soucier ressemble à rester à l'écart, même quand cela vous fait passer pour sans cœur aux yeux des étrangers. Tu te concentres sur le fait de savoir s'il t'aimait assez. Une meilleure question est de savoir si l'un de vous savait comment se désengager sans se détruire mutuellement. En ce moment, la réponse semble être non. Deuxième histoire. J'ai coupé les ponts avec ma famille abusive après qu'ils m'ont agressé physiquement devant ma fille. Maintenant, ma grand-mère a emmené ma fille chez eux dans mon dos. Alors, je l'ai coupée de ma vie. Elle a ensuite appelé les flics contre moi, prétendant que je néglige ma fille et s'est introduite chez moi. J'ai récemment eu une dispute avec ma méchante grand-mère et je l'ai bloquée de toutes les manières possibles parce qu'elle a l'impression de savoir ce qu'il y a de mieux pour élever ma fille. Je reste à l'écart d'environ 90% de ma famille de sang. Mon enfance a été un chaos absolu et je ne veux pas de ça pour ma fille parce que j'ai été forcé d'être entouré de toxicomanes, de violeurs, d'agresseurs, de voleurs et de criminels en grandissant. Ils ne seront jamais autorisés à s'approcher de ma fille. J'ai été clair là-dessus quand j'ai tendu à ma grand-mère sa 80e branche d'olivier. Je l'ai autorisée à prendre ma fille quand je travaillais et elle a sciemment emmené ma fille voir l'une de mes tantes toxicomanes. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. J'ai aussi tendu la main à cette tante dans le passé, mais tout cela est allé à la poubelle quand elle a décidé de porter la main sur moi et a décidé de me frapper et de me pousser devant ma fille lors d'une dispute. J'ai expliqué à ma grand-mère pourquoi je ne veux pas que cette tante en particulier s'approche de ma fille, et elle a continué à me manquer de respect. Elle m'a dit que c'était arrivé il y a 3 ans et que je devais passer à autre chose. Je n'ai toujours pas reçu d'excuses de qui que ce soit. J'ai pris ma fille et ses affaires de chez ma grand-mère et j'ai dit clairement que je ne reviendrai pas, et ma fille non plus. Depuis, je reçois sans arrêt des messages de sa part me disant que je ne peux pas élever ma fille toute seule, qu'elle aidait à l'élever et que sa plus grande erreur a été de venir me chercher au foyer pour enfants après que j'ai été retiré lors d'une descente de police pour drogue où ma mère cuisinait de la méthamphétamine et me livrait au trafic. J'ai l'impression qu'elle a toujours joué la victime et n'a jamais assumé la responsabilité de ses propres actions. Cette femme prétend qu'elle n'a fait que m'aimer. Pourtant, elle m'a avoué quand j'avais 30 ans qu'elle savait et soupçonnait ce que mes frères aînés me faisaient et qu'elle n'a jamais rien fait pour les arrêter. Commentaire. Commentateur 1. Tu ne dois une relation à personne juste parce que vous partagez du matériel génétique. PTB, pas le trou de balle, choisis ta tranquillité. Commentateur 2, clairement PTB, tu protèges ton enfant de gens qui ont déjà prouvé qu'ils ne peuvent pas respecter les limites ou la garder en sécurité. Ta grand-mère a sciemment trahi ta confiance, minimisé la violence contre toi et permis des abus dans le passé. Ce sont des motifs de rupture. Tu ne dois l'accès à ton enfant à personne, surtout à quelqu'un qui méprise à plusieurs reprises ton rôle de parent. La bloquer est une réponse raisonnable au manque de respect et au mal continu. Mise à jour, je pars travailler la veille de Noël. J'ai installé ma fille avec de la nourriture et de l'eau avant de partir et je me suis assuré qu'elle avait sa liste de corvées que je voulais qu'elle ait terminée avant mon retour à la maison. Notez bien, il n'y avait que 2 éléments. Plier ses vêtements et débarrasser la table à manger. Moins de 10 minutes après mon départ, j'ai reçu un appel vidéo de ma fille m'informant que ma grand-mère tape aux fenêtres et hurle pour que ma fille sorte et aille avec grand-mère. Ma fille est terrifiée, pleure et me dit qu'elle ne veut pas aller avec grand-mère. J'appelle mon propriétaire qui est chez lui sur la propriété et je lui dis ce qu'il se passe, et il me dit immédiatement qu'il va s'en occuper. Heureusement,
Il était déjà tout à fait au courant de l'histoire et il n'a jamais aimé cette femme de toute façon. J'appelle aussi un membre de la paroisse qui vit à 5 minutes et elle débarque, récupère ma fille et l'emmène chez elle. Pas sans avoir été bloqué dans l'allée par ma grand-mère. Environ 20 minutes plus tard, je reçois un appel de la gendarmerie me posant des questions sur ma fille et m'informant qu'ils ont été mis au courant d'allégations selon lesquelles j'aurais laissé ma fille à la maison sans nourriture, ou au téléphone. Ma fille a les 3, soit dit en passant. De plus, ma grand-mère a accusé mon propriétaire d'être un pédophile et a dit qu'elle n'est pas en sécurité avec lui. Toutes des fausses allégations. Donc, je vais conduire jusqu'au tribunal lundi pour obtenir une ordonnance de protection contre ma grand-mère puisque les gens ont du mal à lire l'histoire entière. Mon propriétaire est sur la propriété avec ma fille. Nous avons la tiny house, mini-maison, sur son terrain et sa porte arrière est à 15 pas de ma porte d'entrée. Oui, il était là avec elle. Commentaire. Commentateur 1, quel âge a ta fille? Et quel est son niveau de maturité? Juste en me basant sur ce que tu as posté. Tu n'es pas le trou de balle, PTB. J'aimerais plus d'antécédents sur l'histoire de la grand-mère cependant. Est-ce la mère de ta mère ou de ton père? Et où se situe le père dans le tableau? OP, ma fille a 8 ans et est immense pour son âge. En taille, elle fait la même taille que les élèves de CM2 à l'école. Elle a un niveau de lecture de 6e et suit des cours de cuisine junior. Quand de nouvelles personnes la rencontrent et que je leur dis son âge, personne ne le croit. Mature est un euphémisme. J'ai tendu une branche d'olivier à ma grand-mère après avoir eu ma fille parce qu'elle disait vouloir faire partie de sa vie et je l'ai fait à contre-cœur. Je le regrette. Il n'y a vraiment pas assez de temps dans une journée pour passer en revue mon enfance. Mais pour vous donner un exemple concernant ma grand-mère depuis que je l'ai laissée revenir dans ma vie quand j'avais 30 ans, elle m'a avoué qu'elle savait soupçonner mes frères aînés de me toucher et d'abuser de moi et pourtant elle n'est jamais intervenue. De plus, ma fille m'a clairement fait savoir qu'elle n'avait aucune envie d'être près de ma grand-mère et d'autres parents de sang. Et après mon enfance, je n'obligerai jamais un enfant à être près de quelqu'un avec qui il n'est pas à l'aise, y compris la famille. Commentateur 2, tu ne devrais pas laisser une enfant de 8 ans seule à la maison. Ouais, et tu donnes à l'État une bonne excuse pour te la retirer. OP, c'est légal dans mon département. Merci de votre inquiétude. Commentateur 3, PTB. Mais ne laisse plus ta fille seule à la maison, et pas parce que tu ne devrais pas laisser ton enfant seul, mais parce que ta grand-mère est manifestement un monstre psychotique et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais ce serait bien si tu donnais un peu de contexte, même si c'est censé être une mise à jour. OP, tu as raison. J'ai informé mon église de ce qui s'était passé, et une poignée de familles ont déjà proposé d'aider jusqu'à ce que l'ordonnance de protection soit en place. C'est plus que stressant et je cherche déjà à trouver un thérapeute pour ma fille concernant ce qui s'est passé avec son arrière-grand-mère. Elle est trop jeune pour savoir ou comprendre ce qui m'est arrivé enfant et j'ai absolument besoin d'une aide professionnelle pour elle, avant qu'on ne me le demande. Oui, je suis en psychothérapie depuis des années et j'ai payé des dizaines de milliers d'euros pour me faire aider, y compris un traitement hospitalier pour mon trouble panique. OP en explique plus sur son passif avec le propriétaire. OP, pour donner le contexte de notre domicile. Ma fille et moi sommes dans une tiny house, mini-maison, sur la propriété de mon propriétaire. Je connaissais le propriétaire depuis 3 ans avant que nous emménagions dans la tiny house. Et oui, mon propriétaire est sur la propriété avec elle quand je pars, juste dans la maison principale et nous sommes dans la tiny house à l'arrière. Commentateur 4, donc elle est essentiellement dans votre chambre et votre propriétaire est là pour elle si elle a besoin de lui. 4 ou 5 mètres, ce n'est pas si loin. Parfois les maisons sont immenses et l'enfant pourrait être encore plus loin. OP, oui, merci. Et si elle était dans la même maison que lui, et qu'elle faisait plus de 200 mètres carrés, elle aurait été plus loin de lui que dans la configuration actuelle où nous sommes dans notre tiny house. Le propriétaire était là et a immédiatement géré la situation quand il a été informé que la grand-mère rôdait dehors. OP répond à plusieurs commentaires disant que sa fille est trop jeune pour être laissée seule, même quand le propriétaire est sur le même terrain. OP, merci pour votre opinion. La gendarmerie a dit qu'il n'y avait aucun problème quand je leur ai donné la permission d'inspecter la maison. Et nous vivons en mode tiny living dans une tiny house avec mon propriétaire dans la maison principale. Oui, il est à la maison quand je vais travailler. Nous ne sommes pas du tout à un pâté de maison. Littéralement à 15 pas de sa porte arrière à ma porte d'entrée. Localisation d'OP. OP, eh bien, Dieu soit loué.
Je vis en Auvergne. OP explique davantage comment sa grand-mère a violé les limites. OP, ma grand-mère a dû conduire depuis le sud de la France pour arriver dans ma région. Je vis seul dans mon département avec ma fille et ma grand-mère a dû traverser plusieurs départements et faire une journée de route pour arriver à mon domicile. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire d'obtenir une ordonnance de protection jusqu'à maintenant en raison de la distance entre nous. OP sur la prochaine étape contre sa grand-mère. OP, une ordonnance de protection sera déposée lundi. Elle a dû traverser la moitié du pays pour arriver à mon domicile. OP répond à un commentaire plus long, expliquant ses raisons d'avoir besoin de travailler alors qu'elle aurait pu être avec sa fille pour les fêtes. OP, pensez-vous vraiment que je n'aimerais pas être avec elle pendant les fêtes? Comme si je voulais aller travailler ou que je m'étais inscrite pour ce quart de travail exprès. Je travaille pour elle et subviens à ses besoins de toutes les manières possibles. Et la dernière phrase que vous avez écrite concernant le fait que je lui donne cette expérience la veille de Noël est un peu dure. Je n'ai aucun contrôle sur les autres et ma fille et moi sommes heureux ensemble. Et elle est pleinement consciente de la raison pour laquelle nous devons régler quelque chose lundi. Elle est saine et sauve et sait que je ferai tout pour assurer sa sécurité. Honnêtement, je ne pensais pas que 3 heures pour une réception allait faire du mal puisque je serais de retour avant la nuit. Je suis parti vers 13h45. Malheureusement, ma fille et moi sommes habitués à n'être que toutes les deux. Je fais l'école à la maison et je travaille à temps partiel, 10 à 20 heures par semaine, voire moins, et ensuite je vais à l'église 2 fois par semaine. Il y a quelques membres de l'église dans le coin, et je les considère comme de la famille bien plus que mes propres parents de sang. Je traînais ma fille avec moi à mon précédent travail et elle détestait absolument ça. Elle choisirait de rester à la maison et de regarder un film plutôt que d'aller travailler à chaque fois. Personne ne connaît la solitude des fêtes comme moi. J'ai été placé dans 5 familles d'accueil avant d'obtenir mon diplôme. Et je n'ai jamais rencontré un enfant placé qui aime Noël. Littéralement, le gendarme qui était sur la propriété a été plus que compréhensif face à la situation et a fortement suggéré d'obtenir une ordonnance de protection contre elle. Je suis juste dans les limbes jusqu'à lundi et je suis sur des charbons ardents depuis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé par l'écoute de ce genre d'histoire, nous en avons d'autres en réserve pour vous. Abonnez-vous simplement à notre chaîne, appuyez sur le bouton j'aime, et partagez-la avec vos amis.